J'appelle Valentina Lazarova et Stéphane Ledoux pour la première table ronde. Alors, cette première table ronde est destinée à faire un petit peu un état des lieux techniques sur la réutilisation des eaux usées traitées. Nous avons donc trois intervenants. La première s'appelle Blanca Jiménez Cisneros. Elle est à distance et je ne sais pas, enfin ça faisait partie des petits soucis techniques. Ça y est, vous avez réussi à la connecter? Oui. Alors, Je suis là. Bonjour à donc, tous. il y avait trois interventions. Donc, Blanca Jiménez Cisneros, qui est ambassadrice du Mexique en France. Mais elle a vraiment passé toute sa carrière au service de l'eau. Elle a été, elle connaît très bien Valentina Lazarova, ici présente. Elle a été, elle a fait ses études en France. Ensuite, elle est partie au Mexique. Elle a été présidente, ça c'est à la fin de sa carrière, elle a été présidente de l'association qui gérait l'eau, mais elle a été aussi la directrice de l'eau à l'UNESCO. Et donc elle est, voilà. Et nous, je ne sais pas si on est connecté avec elle ou pas. Alors, la question est qu'elle est effectivement à Annecy, au festival du film d'animation, et où le Mexique est invité d'honneur, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas échapper à cette contrainte. Mais bon, peut-être on va commencer avec Valentina. Alors, Valentina Lazarova, vous êtes vous aussi une très grande dame de l'eau. Je tiens à signaler que Valentina Lazarova a été médaillée de l'innovation par le CNRS. Et ce qui est assez exceptionnel quand la recherche publique rend hommage à un chercheur du privé, c'est quand même pas tous les jours. Donc c'est dire son niveau et la qualité des travaux qu'elle a conduits. Donc je crois qu'on va commencer par sa présentation, si c'est possible. Est-ce que vous avez mis sa présentation? Et donc là, vous avez un... Je pense que le micro est branché. Oui. Écoutez, bonjour à tous. Je suis extrêmement honorée et heureuse de participer à cette réunion, de voir les présentations, l'ouverture exceptionnelle. Et en fait, moi, j'ai commencé ma carrière les années 90 quand la France était une des leaders européens dans la réutilisation. On avait censé à l'époque 150 projets de réutilisation avec lesquels on a commencé à travailler. Après, il y a eu une diminution. Et en fait, actuellement, on se retrouve un peu en arrière. Et c'est dommage parce que la France est le leader mondial dans le traitement de l'eau. On a des connaissances exceptionnelles dans la gestion du cycle de l'eau et je suis extrêmement heureuse de participer. Et si je peux contribuer avec mon petit grain de sable pour la réussite de ce projet, ce sera l'événement le plus heureux dans ma carrière. Donc, écoutez, Blanca, elle était avant moi le président du groupe réutilisation de l'association Water Association, c'est l'association mondiale de plus de 10 000 participants du monde entier. Et donc, après, j'ai repris le flambeau. Et avec ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir travailler dans beaucoup de projets en France et dans le monde entier. Collaboration, intervention dans les audits techniques, etc. Donc j'espère que mes messages aujourd'hui vont être vraiment utiles. Donc aujourd'hui, c'est dommage que je parle après Blanca, je vais parler des études, des défis technico-économiques, énergétiques et sanitaires. Oui, c'est là-bas. Non, ça ne marche pas. Voilà. De toute façon, je vais commencer à l'envers. Je vais commencer avec la conclusion, les points à retenir. Je suis heureuse que déjà il y a certains points qui étaient évoqués avec l'ouverture. Le premier point, c'est qu'il faut savoir sur l'état de l'art de la réutilisation au niveau mondial, en France et Méditerranée. C'est une pratique éprouvée pour tous les usages, avec un niveau élevé de maturité, c'est important, et des bénéfices reconnus, y compris pour la potabilisation, y compris direct en Namibie, non son banc, mais aux États-Unis maintenant. C'est une tendance globale de développement
avec des solutions locales. C'est très important, c'était souligné. Il faut qu'on puisse l'avoir toujours dans la tête. On ne peut pas répéter des expériences ailleurs. C'est la force motrice et l'initiative viennent majoritairement, presque toujours, des autorités locales et des usagers. Dans le monde entier, même en Chine, en Beijing, bon, où le gouvernement il était beaucoup impliqué, mais quand même, c'était un peu avec la participation en bas. Donc, il faut savoir que les technologies de traitement existantes permettent de produire toute classe d'eau recyclée en fonction de l'usage, y compris de l'eau potable, parce que dans les stations de NASA, on boit pas l'eau, mais on boit vraiment les rejets humains. Donc, on peut produire l'eau qui est meilleure de la nature. Donc, bien sûr que ça ne vaut pas la peine d'utiliser une eau ultra propre pour l'irrigation, mais dont il faut adapter. Un message important, la sécurité sanitaire est assurée dès que la qualité de l'eau est bien appropriée pour l'usage, est très important, bien contrôlée. Donc, il n'y a pas de problème signalé pour tous les usages, pas seulement pour la production directe d'eau potable en Namibie, en Windhoek, mais quand j'étais en Californie, il y avait des personnes qui se sont branchées dans le réseau d'irrigation qui est totalement désinfecté et il n'y a pas de maladies, il n'y a pas eu de problèmes sanitaires, mais ils se sont plaints que le goût est mauvais. Mais bien sûr, hein, si vous vous branchez sur l'eau pas traitée correctement, c'est ça. Les freins majeurs, dont je ne vais pas les citer tous, mais c'est maintenant, on assiste aux réglementations qui sont de plus en plus sévères, qui sont basées pas sur la science, pas sur l'expérience, mais sur les principes de précaution. Le problème le majeur, c'est le prix de l'eau recyclée, parce que c'est un produit qui suit un traitement qui coûte cher et il n'est pas compétitif par rapport au prix de l'eau potable, qui est partout subventionné dans le monde. Et très important, les bénéfices économiques et environnementaux, qui sont majoritairement non monétaires, difficiles à calculer, ne sont pas évalués. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup quand même de doutes et de problèmes sur voilà, la réutilisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les filières de réutilisation? Il faut savoir que la filière de réutilisation commence après la station de traitement secondaire, les effluents secondaires. Ça comprend le procédé de traitement, mais aussi le stockage et la distribution. Donc voilà, les traitements tertiaires, justement pour être plus simple, consiste la filière conventionnelle infiltration, suivie de désinfection, stockage, et donc distribution. Et bien sûr, il y a toujours une solution pour, dans les égouts. Donc, il a disparu, pourquoi? Bon. Donc, les filières de traitement, donc, le diapo qui suit illustre un peu pas toutes les filières. Vous avez le traitement des boues activées qui est le traitement conventionnel. Les techniques de filtration, je ne vais pas vous les décrire, mais il y a le filtration sur sable, le filtration mécanique sur textile, sur disques plastiques, ou les microfiltres auto-nettoyantes qui peuvent être développés à grande échelle, mais ils sont vraiment très adaptés à petite échelle. Après la désinfection, ce qu'on connaît, c'est la chloration, qui a beaucoup d'atouts. La désinfection UV, l'ozone, on a une expérience sur la côte atlantique, et maintenant de plus en plus les membranes de microfiltration ou ultrafiltration qui permettent d'éliminer toutes les matières en suspension et tous les virus, les protozoaires et les bactéries. Donc, dans certains cas, on peut ajouter l'osmose inverse, ce que se fait quand on doit éliminer la salinité. Dans certains cas pour irrigation, mais c'est surtout pour les usages industriels. La filière, bon, justement 2 mots pour le traitement avancé dans les bioréacteurs à membrane, qu'est-ce que c'est? Mais dans les stations d'épuration conventionnelles, on remplace la sédimentation des boues par une membrane d'ultrafiltration, microfiltration qui permet de produire une eau d'excellente qualité. La question, on a tous les procédés, on peut faire des filières très compliquées, combien ça coûte? Donc,
je vous présente une graphique qui a été développée par des consultants américains à la base de l'expérience mondiale. Ne prenez pas les chiffres comme ça parce qu'avec mon expérience, on ne peut pas comparer les coûts, mais justement les ordres de grandeur. Donc, pourquoi je suis partie sur l'énergie? Bon. Voilà. Donc, vous voyez en fonction, sur l'abscisse du haut en bas, on commence avec les filières les très simples pour irrigation avec restriction, c'est-à-dire pas désinfection totale. Après, on va vers la désinfection de plus en plus poussée, y compris avec les membranes. Et donc, vous voyez, les prix n'augmentent pas de double, de triple, mais on multiplie par 10. Et c'est vraiment le cas. Par contre, ces évaluations ont été faites pour des installations de 40 000 mètres cubes jour, que ce sont des grandes installations pour la réutilisation. Il y a très peu de cas de monde avec des très grandes capacités parce qu'on ne peut pas assurer tous les usages et ça ne vaut pas la peine de produire beaucoup d'eau très bonne qualité sans avoir des usages, y compris la prévention de contamination de littoral. Et si vous voyez certains chiffres, dans la littérature vous ne les trouverez pas, mais j'ai pu calculer, vous voyez même le lagunage, la filtration, vous voyez, ça coûte quand même, le coût est très très important. Donc si on peut faire les filières, la question c'est les énergies. Vous voyez les consommations énergétiques augmentent exponentiellement avec la complexité des filières. Je ne m'arrête pas aussi sur le chiffre parce que comme vous voyez sur le bioréacteur membrane et les bouts activés, les limites sont grandes. Ben pourquoi je peux vous dire, mais parce que sur le traitement tertiaire, on peut travailler avec la charge hydraulique maximale, nominale. Par contre, les BRM et les bouts activés, ben, la nuit, vous savez, il n'y a pas des eaux usées, mais ça consomme de l'énergie parce qu'il faut aérer les membranes. Donc c'est pour ça, la consommation énergétique, on la prend avec prudence. Donc, on continue maintenant la question la sécurité sanitaire. On a vu les défis énergétiques. Donc, non, c'est tout d'abord très rapidement sur la mise en conformité. Donc en France, la moitié des installations qui restent, ils ont des lagunes de maturation. Ça, c'est une manière de désinfecter naturelle. On connaît la technologie. La France est presque le leader mondial dans ce domaine, avec une expérience considérable. Donc, le problème que cette filière, il n'est pas pris en compte dans la nouvelle réglementation européenne et toute ma présentation sur la conformité, elle va se fixer sur la réglementation européenne dont j'ai participé comme expert dans le groupe Task Force Reuse. Donc, on peut produire la casse C européenne de 1000, ce qui est maintenant en France, mais 10 et sans Escherichia coli, c'est presque pas possible parce qu'il y a les oiseaux, il y a les algues et donc c'est pas possible pratiquement 100%, 90-95% de temps. Et il n'y a pas de problème. Et le problème que pour l'irrigation, il faut le stockage saisonnière pour assurer les demandes de pointe n'est pas pris en compte. Et la majorité de nos installations, c'est des petites installations ou de moins de 2000 équivalents habitants, donc c'est impossible de mettre des projets extensifs, pas seulement pour les coûts, les CAPEX, mais aussi l'exploitation. Qui va les exploiter? Qui va assurer le changement? Donc si on regarde sur la filière conventionnelle de filtration-désinfection, donc la suivante, donc, le problématique est presque pareil parce que dans certains cas, 20% de ces installations, il n'y a pas la filtration. Et quand il n'y a pas de filtration, désinfection totale, c'est difficile à obtenir. Pour moi, 10 ou 100 Escherichia coli, c'est presque désinfection totale. C'est un peu statistiquement la différence. Donc, c'est vraiment difficile. On va parler toute la journée peut-être sur la mise en conformité. Donc, qui est quand même importante parce qu'il faut démontrer les logs. Donc, déjà, on se casse la tête avec les 4 logs en France et alors 5-6 pour la qualité avec la réglementation européenne, c'est impossible. Donc, on a 5 cas recensés en France sur les traitements plus avancés avec les membranes, mais notre expérience dans ce traitement avancé n'est pas aidée de développer de nouveaux projets parce que depuis 2000,
Moi, depuis 2000, il n'y a pas eu de nouveaux projets. Et selon CEREMA, après 2010, il y a 30 projets avortés parce que malgré la qualité élevée de la production de hauts traités, ils n'ont pas pu avoir l'autorisation. Le suivant, s'il vous plaît. Donc, justement, je voudrais vous donner quelques cas en France. Une comme Bonifacio, un des premiers projets qui a eu l'autorisation, c'est le golfe d'algues. Donc le traitement, c'est par BRM. L'avantage, c'est que la filière BRM est construite en parallèle avec les boues activées, ce qui permet de travailler sur la charge nominale, c'est-à-dire d'avoir une consommation énergétique optimale, plus basse, et d'avoir quand même un coût compétitif. N'empêche, du fait que la filière comprend pas seulement le traitement tessulaire, mais le stockage et la filière et la distribution. Donc vous savez que la canalisation coûte extrêmement cher. Donc, pour avoir le projet, il a profité de 80% de subventions, mais je vous rassure, c'est le cas mondial. On ne peut pas, et je vais vous donner quelques chiffres. Donc, par contre, ils ont calculé bien les bénéfices, combien il couvre 80% de besoins, donc c'est-à-dire un golfe, vous savez, c'est la consommation d'eau, comme c'est une municipalité de 15 à 20 000 équivalents habitants, donc c'est considérable pour conserver l'eau et le développement durable, et aussi on a économie de fertilisants, 3 500, ce n'est pas seulement un bénéfice économique, mais aussi ça permet de préserver après les nappes ou bien s'il y a des rejets en mer, qui est le cas dans le littoral. Donc les défis de conformité, je ne vais pas m'arrêter, c'est les logs, les légionnels. Seulement, je veux dire que si on mesure les légionnels dans l'eau d'irrigation des canaux des sources naturelles, dans les douches, on a mesuré dans quelques municipalités, dont ce n'est pas publié, on trouve 6 logs de légionnels SCP, donc ce n'est pas un indicateur qui vous permet de protéger la santé publique. Donc, j'ai préparé un graphe de conclusion sur les différentes filières. Il ne faut pas oublier les lagunes de maturation parce que les petites communautés, c'est important. C'est vraiment, c'est pas cher, c'est très bien, ça permet de faire un stockage. Donc, mais par contre, on ne peut pas demander les classes élevées de l'eau justement pour les contraintes de contamination naturelle et les algues. Les filières conventionnelles, c'est très bien, la désinfection, filtration, désinfection. Tous les exemples que je vais vous donner après, c'est cette filière-là. Il y a très peu de filières à l'international où il y a des traitements membranaires, justement, pas à grande échelle, parce qu'il y a des avantages importants. Ça permet de produire une eau totalement désinfectée, classe A et B sur la réglementation européenne, mais c'est aussi les coûts accessibles de CAPEX et OPEX, flexibles, et c'est surtout ces filières, cette désinfection, on peut l'arrêter si on n'a pas besoin d'irrigation. Si on a besoin d'irrigation seulement 3 à 4 mois par an, donc on peut arrêter et ne pas payer les coûts d'exploitation des procédés. Du V, ozonation, chlore. Donc la filtration par membrane nous permet vraiment de produire une eau de très bonne qualité, mais pour être compétitif économiquement, on doit avoir d'autres usages plus nobles, comme potable, industriel, où le prix de l'eau peut être vraiment plus élevé. Et un problème des membranes important, ce n'est pas seulement le CAPEX, OPEX plus élevé, la difficulté d'exploitation plus complexe, on a besoin quand même des opérateurs bien formés, mais aussi les membranes, on ne peut pas les arrêter. Bon, mes collègues, ils peuvent dire on peut faire la conservation, on a des exemples, mais le problème après conservation longue, on perd dans la vie utile des membranes. Donc on continue, voilà, la suivante s'il vous plaît. Donc, si on dit les interactions coût risque sanitaire, on a vu qu'on peut produire un eau vraiment plus propre que la nature. Donc, je vous mets un graphe qui est fait par les experts californiens qui ont en Californie une expérience de plus de 2 siècles dans la production d'eau presque de qualité potable. Donc, vous avez sur l'axe X du risque zéro vers le risque augmenté
Ici, on a les filières à partir de traitement primaire, traitement secondaire, de traitement tertiaire simple, un traitement tertiaire très complexe avec les membranes en osmose inverse. Et vous voyez que les risques sanitaires, ils sont presque zéro selon les normes californiennes, tant le TENTU qui sont les plus considérés avant la réglementation australienne comme les plus sévères. Et voilà les classes européennes AB, mais voilà, on n'a pas de risque sanitaire. Donc, pour confirmer cette conclusion, je vous donne très rapidement quelques exemples. Je ne vais pas les détailler, mais j'ai eu la chance d'aller sur place et de connaître. C'est Adélaïde. Adélaïde, c'est un jardin maraîcher d'Australie, 120 000 mètres cubes par jour réutilisés et traités. Ce qui est important, c'est la réglementation qui a inspiré la réglementation européenne. Donc vraiment, la réglementation européenne se appuie ici. Le retour d'expérience qu'avec cette réglementation très sévère, les projets en Australie ont eu le même sort qu'en France. Donc il était arrêté. Donc même si des grands projets, je peux vous en parler, il était arrêté, urbain et agricole. Mais Adélaïde, il était conservé. En plus, avec cette réglementation, ce n'est pas possible pour la qualité A de démontrer l'élimination log parce qu'il n'y a pas à l'entrée, il n'y a pas en sortie, mais ils ont trouvé un moyen de calcul théorique. L'exemple suivant que je vous présentais, c'est la Californie, c'est le jardin des États-Unis. Et donc, depuis 1998, il y a la même capacité avec un traitement tertiaire conventionnel, coagulation, flocculation, filtration, désinfection de chlore. Donc, on irrigue des framboises, artichauts et tout type de produits exportés partout. Sans label, bien sûr, irrigué avec l'eau recyclée. Les normes du coliforme fécaux, c'est à peu près des infections quasi totales, qui est équivalent à 10. Escherichia coli, technologiquement, on peut discuter. Mais ce qui est important, le contrôle sanitaire, là, aux États-Unis, c'est fait avec les moyens technologiques. Donc, on contrôle la qualité à la sortie comme en Espagne et pas avec l'élimination log parce que les études sanitaires ils ont montré que c'est équivalent. Et ce qui est important de montrer que les bénéfices économiques sont bien valorisés et le coût recyclé de l'eau c'est 24 cents et les fermiers ils payent 5%. Il y a des subventions parce que l'effort gouvernemental et régional c'est de conserver cette activité économique. Bon, le suivant, je ne vais pas parler en Espagne, c'est beaucoup de fruits et légumes, ils sont irrigués avec l'eau recyclée, mon ami Philippe, il va en parler. Et le suivant, la Floride, je ne vais pas vous donner tous ces chiffres, j'ai vécu, j'ai travaillé en Floride, la filière est très simple, filtration, désinfection de chlore, la norme c'est moins sévère, c'est plus facile pour le monitoring qu'en Floride, mais il y a l'irrigation urbaine de 3000 hectares de culture maraîchère consommée crue, les parcs, les Disney partout, les gens ne se posent pas les questions, il n'y a pas partout une affiche irriguée avec l'eau recyclée, donc il n'y a aucun problème de santé. Donc voilà, merci pour votre attention et je serai ravie si je peux participer à la discussion et au rayonnement de projets de Bonifacio, que je vois qu'il y a plein de gens motivés comme passionnés en reuse. J'espère bien vous aider. Merci. Merci Valentina. Alors, je vous explique ce qui se passe, c'est que techniquement, donc, on a perdu notre intervenante qui est basée à Annecy. Donc on essaye de la récupérer. Est-ce que dans le temps qui nous est imparti, vous avez des questions ? Oui, je vois une question là. Je vais vous donner le micro tout de suite. Merci madame. Antoine Orsi, Université de Corse. Une question double. D'abord, elle est politique, ou du moins peut-être administrative. La deuxième, elle est plus technique. Sur le côté politique, est-ce que le retard de la France est dû à une réglementation française qui est un peu trop contraignante par rapport à la réglementation européenne,
qui est pourtant, bon, théoriquement, en France, on applique les directives européennes. Mais comme je sais qu'il y a quelques mois, la France s'est fait un peu taper sur les doigts sur le retard que nous avons, hein, parce que je suis un fan de Réhut, hein, je crois, je dirais dans la problématique des conséquences du changement climatique. Et la deuxième, c'est sur le lagunage. Dans les inconvénients, est-ce qu'il ne faut pas aussi rajouter le fait qu'on perd de l'eau par évaporation, donc le stockage, c'est pas terrible, et on peut avoir une prolifération de microalgues potentiellement toxiques. Voilà, madame, pour les deux questions, et merci pour ce très bel exposé. Ben, excellente question, hein, donc je suis ravie. Donc, tout d'abord, sur l'administrative, vous avez raison, c'est la réglementation, mais il y a aussi les luttes politiques, parce que, bon, j'ai participé un peu avec le Conseil avant, avec la réglementation 91, et à partir de 2000, il y a eu un changement. Ils ont décidé d'améliorer la protection sanitaire. On nous a demandé plein d'études, les études expérimentales. Une étude expérimentale, selon l'arrêté 2010, coûte presque 500 000 euros, qui est une filière de traitement tertiaire complète. C'est absolument nulle part dans le monde, je n'ai pas vu ça. Donc, on a perdu l'argent de montrer les aérosols. Ben, la France est le premier pays en Europe qui a fait une étude épidémiologique sur les aérosols dans Clermont-Ferrand les années 90. Une étude aussi, évaluation épidémiologique plus et évaluation quantitative des risques avec le meilleur professeur de Californie, qui a montré que l'eau de Clermont-Ferrand, qui est une lagunage dans une lagune de sucrerie qui est 1000 coliformes fécaux, avec l'arrosage de maïs, il n'y a aucun problème sanitaire, même si vous voulez un peu ingurgiter quelques gouttes. Donc, c'est vrai. Et la réglementation française, en fait, c'est très bien. Et donc, je salue les autorités qui ont voulu protéger la santé publique. Le problème, que les mesures qu'ils ont mis des distances, l'anémomètre mesure des vents, c'est pas possible d'appliquer à pratique. Donc ce n'est pas comme ça. Donc il fallait s'inspirer par l'expérience israélienne en Espagne et aux États-Unis. C'est les mesures, vous savez, technologiques, ce qu'on peut mesurer par exemple à la sortie de la station d'épuration. Maintenant, on peut mesurer les Escherichia coli en continu, mais on peut mesurer la turbidité. Donc, c'est très bien. C'est vrai, et je pense que c'est la réglementation qui a eu un frein. C'est la même chose en Australie. Je peux vous donner des exemples, des grands projets avec presque 1 milliard d'investissements, il était arrêté parce que, bon, ils ont produit l'eau de très bonne qualité, mais personne ne pouvait parler de l'exploitation et c'est surtout le coût d'analyse. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord que la réglementation européenne est bonne parce que vraiment le groupe d'experts était dissous parce qu'on était un peu trop conservatif selon certains décideurs là-bas qui n'avaient pas l'expérience. Et la classe A et B extrêmement contraignante. On a l'expérience en France avec 100 Escherichia coli pour les zones sensibles. Donc, c'est très difficile, ça coûte cher, il y a plein de problèmes aussi. C'est très contraignant, donc pour moi, techniquement, il n'y a pas beaucoup d'expérience et beaucoup d'investissement. Donc, on peut le faire, mais pour beaucoup d'applications, c'est surtout le mil. Pour l'arrosage, on n'a pas besoin d'avoir l'eau totalement désinfectée. Donc, vraiment, il faut qu'on travaille, montrer des exemples. C'est contraignant. Et l'élimination log 5-6, c'est impossible de les démontrer. Je vous avais dit qu'on avait affaire à des passionnés. Donc là, je crois qu'on va essayer de retrouver Blanca Jiménez. On n'aura pas forcément l'image, mais on aura au moins le son. La présentation de Blanca, donc Blanca a été une des premières à travailler sur la réutilisation, à faire une étude sur la réutilisation des eaux usées traitées dans le monde. La question du niveau de traitement est liée à l'usage qu'on en fait. Et donc, Blanca avait prévu plutôt une intervention sur la façon dont on organise la concertation pour quel usage, c'est-à-dire quel traitement pour quel usage, en sachant que l'essentiel de l'utilisation de l'eau, c'est pour l'agriculture en fait. 70% de l'utilisation des eaux usées, des eaux d'une façon générale, vont vers l'agriculture. Donc, une des grandes parties, ce sont les agriculteurs. Est-ce que vous nous entendez, Madame Jiménez ? Oui, parfait. Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Oui, donc, on n'a pas pu avoir votre présence.
Oui, c'est dommage, mais je suis à Nancy et recevez un salut d'ici. On est triste par les événements, mais aussi c'est important de continuer le festival d'animation de Nancy avec la présence du Mexique qui est à l'honneur. Et bonjour à tous et à toutes. On va m'aider à passer la présentation. Alors, Alors, Stéphanie, elle a déjà excusez-moi, fait la présentation. excusez-moi. Je crois qu'on va pas pouvoir arriver à passer la présentation. Donc peut-être si vous pouviez simplement en quelques mots nous expliquer comment ça marche sur Pas de problème. aborder la Pas de question. problème, pas de problème. Alors, je suis. Et il faut d'abord tenir en compte toutes les expériences de réutilisation dans le monde suivent, voilà la présentation, suivent c'est ce qu'on est la façon dont on est en train d'utiliser l'eau dans la région. Là où on utilise plus d'eau pour l'irrigation, on a beaucoup d'exemples. Là où la priorité, c'est l'utilisation pour la consommation humaine, on a beaucoup d'exemples. Valentina, elle a parlé de Namibie. Ça fait presque déjà 50 ans qu'on réutilise de l'eau pour la consommation, de l'eau résiduaire pour la consommation potable de façon directe, sans aucun problème. Singapour, c'était un autre exemple où on la réutilise d'une façon indirecte. Et je pense ici en France, on va aussi initier un projet avec une façon de le faire en direct en passant par la nappe phréatique. Et bien sûr, on trouve aussi beaucoup d'exemples de réutilisation dans l'industrie, dans des pays comme l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays où il y a beaucoup d'eau, alors ils n'ont pas beaucoup de besoin de réutilisation, mais que pour l'industrie. Et les États-Unis. Et pour ça, il faut dire que, par exemple, quand les astronautes ils vont dans un vaisseau spatial, ils n'ont même pas de l'eau. Ils réutilisent l'eau qu'ils ont et il n'y a aucun problème. Et là, ils sont aucun moyen d'avoir un médecin. C'est une population contrôlée. Il n'y a pas eu de problème. La suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'eau pour la réutilisation agricole, c'est, Valentina l'a dit, c'est la plus importante réutilisation qu'on fait dans le monde. C'est très commun dans beaucoup de régions arides et semi-arides, que c'est la plupart du monde. Mais on a commencé à utiliser l'eau de cette façon dans des zones humides, dans les pays développés, parce que, et ça c'est une chose que les agriculteurs les comprennent très bien, c'est surtout parce que c'est une eau fiable à avoir. On peut avoir l'eau toutes les longues de l'année, et ça c'est très important pour un agriculteur. On connaît très bien la façon de le faire. On connaît très bien les risques parce que aussi dans beaucoup de parties du monde, on a réutilisé de l'eau sans traiter. Alors, on a fait beaucoup d'études dans tout le monde. On connaît ce qui se passe dans les pires des cas et ce qui se passe quand les risques sont contrôlés. Et seulement, je veux dire une chose, l'eau, c'est une ressource naturelle très bizarre. Ce n'est pas comme le pétrole. Quand on prend un mètre cube de pétrole et on le brûle, la ressource, elle disparaît. Mais si on prend un mètre cube d'eau et on l'utilise, après on finit avec un mètre cube d'eau qui va une autre fois dans la nature, et c'est pour cela qu'on a été en train de réutiliser l'eau depuis beaucoup depuis le temps qu'il y a eu de l'humanité. Si on ne veut pas reconnaître ça, c'est seulement c'est comme cacher sa tête en bas de la terre. Et ça, c'est une chose que les gens doivent garder dans la tête, notamment les gens qui font les normes. Parce que c'est ça que disait aussi Valentina. Parce qu'on mesure dans leur utilisation, on prend des paramètres très stricts, alors que dans la nature, ça n'existe pas. On essaye de faire de l'eau plus propre que l'eau propre. La suivante. Et
Au moins, il y a déjà dans tout le monde 620 000 hectares irrigués avec l'eau traitée. De cela, il y a 160 000 au Mexique et maintenant au Mexique, ils sont presque tous avec de l'eau traitée. Il y a des expériences en 50 pays dans tout le monde et il reste encore 20 millions d'hectares irrigués avec de l'eau traitée. On a des études même pour connaître l'effet sur les cultures de différents types de produits. Par exemple, on sait que si on utilise de l'eau résiduaire pour irriguer des oignons ou de l'ail, même s'il y a des bactéries, les propriétés des produits les contrôles. Et il y a d'autres produits qui n'ont pas ces qualités. La prochaine, s'il vous plaît. Et pourquoi cette réutilisation est très importante, qui se faisait, on a même des études et on connaît des données que ça fait, la réutilisation se faisait par des Chinois et ça se faisait aussi dans l'époque des Égyptiens. Simplement parce que dans l'eau résiduaire, il y a des produits qui servent à augmenter la productivité. Il y a de l'azote et de phosphore et on a mesuré des augmentations de la productivité de 40 à 70%. Il y a même quelques études au Maroc où on a montré que cette hausse de productivité peut aller jusqu'à 200. Et ça peut même se mesurer en revenus, parce que les revenus sont augmentés jusqu'à 100 à 130 dollars par hectare au Pakistan. On peut aussi faire des économies de fertilisants. On peut s'épargner 240 dollars pour l'azote par hectare et 206 dollars de phosphore par hectare. Mais aussi, là où on a de l'eau résiduaire, parce qu'on l'a tout au long de l'année, les terres sont louées 2 à 3 fois plus cher et sont vendues plus cher. Et ça, c'est très intéressant pour les agriculteurs et même pour l'économie locale. Et même c'est moins cher du point de vue des distributions d'utiliser de l'eau recyclée, c'est à peu près 5 € par mètre cube contre 7,7 € quand on pompe de l'eau des nappes phréatiques. La suivante. Un aspect que c'est très important quand on fait des projets de réutilisation, ce sont les coûts, mais les coûts varient énormément d'un endroit à un autre, car dépend des conditions locales. Alors, il faut que chacun fasse ses propres études économiques et garder en tête que les coûts de distribution de l'eau aux champs agricoles sont toujours les plus élevés. Quand ces moyens sont déjà mis en place, on peut avoir là un épargne. La viabilité économique, c'est le principal critère pour mettre en place un projet de réutilisation. Et en règle générale, on sait que les tarifs d'eau réutilisée pour l'irrigation ne doivent pas être supérieurs au coût le plus bas de n'importe quelle autre source d'eau, parce que sinon, normalement, l'eau de l'agriculture, soit elle n'est pas chère, soit elle est gratuite. Si elle est beaucoup plus chère, bien sûr, les agriculteurs ne vont pas l'utiliser. Et aussi, il faut garder en tête que le coût de l'eau de réutilisation doit être à peu près la moitié de celui de l'approvisionnement normal de l'eau, parce que sinon, tous les autres coûts qui rentrent pour les agriculteurs pour faire rentable ces champs, ils n'arrivent pas à faire des gains. Et aussi, les projets doivent être sélectionnés en termes économiques, mais ça va il y a des autres facteurs qui sont les environnementaux, que c'est une des raisons pour laquelle on est en train aussi beaucoup de réutiliser de l'eau, notamment en États-Unis. Et normalement, c'est difficile d'exprimer ces coûts dans des études économiques. Et je vais passer un peu vite sur ça. On sait toujours que les sécheresses et le manque d'eau sont liés au changement climatique. Je vous prie d'aller en bas de cette diapo
Et il y a 3 façons de s'adapter aux conditions climatiques face à la sécheresse et manque d'eau. Une, c'est contrôler la demande, mais il y a des limites. On ne peut pas aller au-delà. La réutilisation et le recyclage des eaux. Après, je vais expliquer les différences. Et dessaler l'eau. Mais dessaler l'eau, c'est beaucoup plus cher que réutiliser l'eau. Ça peut être 2, 3 fois plus cher parce que ça, c'est un coût lié surtout au coût de l'énergie. Quels sont les risques? Excusez-moi, il faut Oui. aller un tout petit peu plus vite. OK. Quels sont les risques? Bon, les risques, ce sont les agents pathogènes pour les humains et les bétails, les substances toxiques et réduire la productivité du sol si les eaux de réutilisation ont beaucoup de sel. Alors, il faut pour cela faire attention et il faut garder en tête que toujours dans l'agriculture, on a quelques de ces risques, on sait déjà comment les contrôler. La suivante, s'il vous plaît. Les normes et les critères internationaux sont très importants pour protéger la population, mais aussi pour promouvoir la réutilisation des eaux et pour améliorer la perception de la réutilisation des eaux. Et dans ces cas, on a tous une responsabilité, pas que les ingénieurs, mais aussi les gens qui protègent la santé, parce qu'il faut protéger la santé, mais aussi il faut être responsable et assurer que les gens ont l'eau et qui ne dépasse pas plus d'argent dont on a besoin. Aussi qu'il y a beaucoup d'intérêts commerciaux et il y a beaucoup de lobbying dans des gens qui font les règles parce qu'on essaye de vendre des technologies beaucoup plus chères et c'est pour ça qu'on met des normes beaucoup plus strictes dont on a besoin. Et c'est aussi une façon d'aller contre les produits d'exportation des autres pays. Il y a des pays qui mettent des règles beaucoup plus strictes parce qu'ils veulent protéger leur commerce local. La suivante, s'il vous plaît. Une chose que c'était d'une façon dit par Valentina, mais pas de cette façon, on a fait toute la filière de traitement de l'eau en pensant que l'eau allait se déposer à la fin dans un lac ou une rivière. Et c'est pour ça qu'on a construit des systèmes très compliqués, elle parlait des membranes et tout ça, parce qu'il fallait enlever la matière organique, les matières en suspension et l'azote et le phosphore parce que ça fait mal aux rivières, aux lacs. Mais si on pense qu'on va déposer l'eau directement dans le sol, on peut faire des schémas de traitement beaucoup plus simples, beaucoup plus adaptés, en tirant tous les avantages de l'eau résiduaire et même les faire à un coût moins mineur. La suivante. Alors, pour la politique, il faut avoir un schéma institutionnel très clair, les considérations techniques dont on connaît très bien et les considérations agronomiques, il ne faut pas les laisser de côté. Et aussi, une chose très importante qu'on ne voit pas très souvent, c'est revoir les régimes et les systèmes d'attribution de l'eau, les droits d'utilisation de l'eau. La suivante. C'est quoi ces droits, les droits de réutilisation de l'eau? Comme je vous disais, beaucoup de fois, on ne se rend pas compte qu'une fois que l'eau a été traitée dans une usine d'épuration, on la retourne à l'environnement et cette eau est utilisée pour quelqu'un d'autre. Si on commence à mettre en place un schéma de réutilisation de l'eau, c'est possible qu'on prenne l'eau à la sortie de la station de l'épuration et l'utilise et ça n'ira pas plus pour la rivière, pour protéger les débits écologiques, ou l'eau ne sera plus disponible pour d'autres gens qui utilisent l'eau. Alors, il faut faire gaffe à ça, toujours quand on fait un schéma de réutilisation de l'eau. Et garder en tête qu'il y a deux schémas, le recyclage, quand on ne change pas d'utilisation et d'utilisateur de l'eau, et la réutilisation, que c'est ce dont on est en train de parler dans cet atelier, que c'est changer l'eau d'un utilisateur à un autre utilisateur. La suivante, que c'est l'avant-dernière.
c'est un peu ce que je disais, que la réutilisation met en évidence que l'eau était déjà en train d'être réutilisée par quelqu'un. Alors, il faut faire beaucoup de gaffe. Il faut que vous compreniez très bien toutes les interconnexions de l'eau. L'eau qui était traitée par une usine d'épuration, où elle va, qui l'utilise après, avant de faire un projet de réutilisation. Et se rendre compte aussi de la façon dont la nature est en train de régénérer l'eau. Et la dernière, parce que si on parle beaucoup de l'importance de réutiliser de l'eau, c'est une excellente idée. C'est une façon de mettre en harmonie les villes, parce que les villes peuvent produire cette eau toute l'année avec des caractéristiques propres, avec de l'azote et le phosphore propres pour la réutilisation agricole. Et on peut après retourner tous ces produits agricoles aux villes. Mais il ne faut pas penser que l'eau qui produisent les villes serait suffisante pour subministrer de l'eau à l'agriculture, car les villes n'utilisent que les 10 à 15% de l'eau, alors que l'irrigation, ils utilisent de 70 à 80%. Et avec ça, je vous remercie. Alors, un immense merci pour être intervenu dans des conditions difficiles. Merci. Le problème, c'est qu'on a perdu un tout petit peu de temps. Je vais passer donc la parole immédiatement à Stéphane Ledoux, qui est consultant pour INRAE et qui va parler pour Allons-Vie, l'Alliance de recherche pour l'environnement, qui regroupe l'ensemble des organismes de recherche qui travaillent sur les questions environnementales, mais aussi les universités, et qui allie donc les questions de ce que j'appelle les sciences dures avec les SHS. Oui, je lui laisse la parole. Donc, bonjour, je m'appelle Stéphane Ledoux et moi aussi j'ai appris que je suis chimiste comme la ministre. Comme trajectoire de carrière, je suis impressionné quand même. Donc moi je ne suis pas un spécialiste de la reuse. J'ai découvert cet univers il y a 4 ans quand l'Alliance Allons-Vie, qui regroupe le CNRS, le BRGM, l'IRTA, qui n'existe plus, l'INRAE, enfin tous les organismes de recherche publique français, nous ont demandé de regarder ce qui se passait scientifiquement et techniquement sur un sujet qu'ils sentaient comme étant émergent. Alors a priori, d'après Valentina, ce n'est pas du tout émergent, ça avait déjà émergé. Et j'ai rencontré Valentina après qui m'a bien expliqué que ça avait déjà émergé. Et donc la question était de savoir qu'est-ce qu'il y avait comme question scientifique et technique sur la reuse. Et donc j'ai interviewé plein de chercheurs et ils m'ont répondu il n'y a pas de question scientifique et technique sur la reuse. Ça marche, c'est quoi votre problème? Ok, parce qu'ils sont cash. Hein. Et donc j'ai fait mon travail de consultant, de bibliographe, et j'ai fait une synthèse sur l'état des connaissances techniques, et effectivement, il n'y a pas de problème. Scientifiquement, il n'y a pas de problème. Les gens, on a 2 géants de l'eau en France, Suez, Veolia, ils savent vous faire de l'eau propre à partir de ce que vous voulez, pour ce que vous voulez. Après, il faut discuter du prix. Moi, j'en ai quelques-uns qui se sont énervés, qui m'ont dit vous pouvez rajouter tous les standards que vous voulez, on vous fera de l'eau à ces standards-là. Après, vous vous débrouillez avec vos administrés à 12 € du mètre cube, mais ça je pense que vous n'avez pas forcément envie. Donc, moi, je ne vais pas reparler de la technique, parce que Valentina et Bianca ont fait ça avant moi, et vous avez plein d'experts, mais je vais essayer de prendre, alors pas de la hauteur, mais de la distance par rapport à ce sujet-là, et j'ai 8 points qu'il faut intégrer, accepter, même si vous êtes d'accord avec moi, c'est encore mieux, mais juste pour que vous puissiez vous intégrer les enjeux qui sont sur la reuse. Le premier point, c'est que l'eau est un facteur de développement d'un territoire. C'est vrai partout, y compris dans les endroits où il y a beaucoup d'eau. Parce que quand on a beaucoup d'eau, on a de mauvaises habitudes sur l'eau. Et moi, ma première surprise quand j'ai étudié la reuse, c'est que les endroits où ça marchait en France, il y a la Vendée par exemple, où ça marche bien. C'est pas le territoire le plus sec auquel on avait imaginé. J'ai découvert la Belgique, pareil. J'ai découvert qu'on s'y intéressait en Bretagne parce que ils ont de l'eau, mais ils ont un bon socle granitique, donc ça stocke pas grand-chose. Enfin, en gros, la reuse, ça ne doit pas être limité à des endroits où ils sont culturellement et par habitude en pénurie d'eau ou en tout cas en stress hydrique. Donc, la reuse, c'est une opportunité pour repousser les limites d'un territoire sur de l'eau abondante, gratuite. Moi, j'insiste là-dessus. Valentina et Bianca vous l'ont dit de plusieurs manières. Il n'y a pas une eau moins chère que l'eau naturelle des sources, des rivières et des fleuves et des nappes phréatiques. Ça veut dire que cette eau de reuse, si vous l'utilisez, elle aura un coût. Elle sera plus chère. Et comme on ne paye pas l'eau, ah oui, c'est important. Quand je dis qu'on ne paye pas l'eau, personne ne paye l'eau. En tout cas, personne ne paye le vrai prix de l'eau. Certains d'entre nous payent plus cher,
Généralement, c'est la consommation individuelle, on paye plus cher. Les agriculteurs payent peu ou moins ou pas. Les industriels payent beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'on a des problèmes pour financer, parce qu'on a un peu moins d'industriels, donc pour leur fourguer la note, c'est un peu plus compliqué. Donc, si on a de la reuse, on va devoir investir dans les infrastructures. Et ces infrastructures, elles vont être devoir, comme vous l'avez dit, elles vont être faites sur mesure. C'est-à-dire que vous allez devoir penser votre infrastructure pour l'usage. Ce qu'on ne fait pas. Le système français, il est fait pour faire de l'eau potable avec une très bonne qualité, et comme elle est potable, elle peut servir à tout. Et donc elle est un peu plus chère. Si vous faites de la reuse, et c'est ce qui a été évoqué dans le dernier point par Bianca Jiménez, vous pouvez garder les nutriments. Vous ne pouvez pas faire ça avec de l'eau potable. Ça veut dire que si vous faites ça et que vous gardez les nutriments, c'est forcément pour l'agriculture. Donc il va falloir convaincre les gens qui payent les factures d'eau, d'avoir un système un peu plus cher, un peu plus adapté, mais qui va bénéficier à l'agriculture. Et après, moi, mon champ d'application, c'est l'économie circulaire. Il y a le recyclage des nutriments. C'est-à-dire que vous pouvez regarder cet azote, ce phosphore qu'on ne va pas éliminer, on va le réutiliser, on va même plutôt le capter, parce que là, il n'est pas réutilisé, il est capté dans l'usage alimentaire, enfin, coproduit alimentaire. Et on va économiser de l'énergie, parce que ces engrais azotés, phosphorés, ils ont des coûts énormes, et en plus, ils viennent de l'Europe de l'Est, un peu d'Ukraine et de Russie, donc c'est un peu tendu en ce moment sur les apports en azote. Le phosphore, c'est plus le Maroc, mais donc il faut penser ça. Un point important, c'est que, je répète, il faut intégrer ça dans le schéma global de l'eau, qui est géré par le politique en France. La limite de la reuse, elle est politique. C'est pas pour rien que quand vous regardez les pays qui ont réussi à faire de la reuse, c'est des Israéliens. Moi, j'ai vécu en Israël, ils n'ont pas le choix. Alors, ils sont techniquement très bons, il n'y a pas de souci, mais surtout, ils n'avaient pas le choix. Après, ils ont un système qui est extrêmement impressionnant de mélange d'eau, de dessalement, de captage, de nappe. Ils vous expliqueront ça cet après-midi, c'est extrêmement spectaculaire. Je ne suis pas sûr qu'en Europe et en France, on ait la souplesse intellectuelle et la réactivité pour mettre quelque chose d'aussi performant. Je veux dire, on peut les prendre comme exemple, mais il faut peut-être un petit peu être prudent parce qu'ils ont fait très vite, très fort et très courageux. Et après, c'est très très bien organisé, ça marche très bien, on peut boire de l'eau du robinet. Personne n'a jamais eu de problème, mais le système, il est vraiment très spectaculaire. Mais moi, ce que j'insiste, sur la reuse, la limite, elle est vraiment comment on va organiser ce système. Ça va coûter plus cher, on va pas se mentir. La question, c'est savoir à qui ça va coûter plus cher et à quel point ça va être efficace. Parce qu'il y a aussi des gains énergétiques à réaliser. Je sais que j'ai discuté avec quelqu'un hier qui me dit qu'il s'intéresse au niveau énergétique. Cette eau de reuse, elle va être fabriquée. C'est une eau industrielle, c'est une eau conventionnelle. Il va falloir la fabriquer, la stocker, la gérer, et tout ça aura un coût. Le but est que si on construit bien le système, ça soit le coût le plus efficace et le coût le plus simple. Voilà, moi je n'ai pas plus de choses à dire. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, bon. Ah, toujours une question. J'arrive. Merci. Bon, merci pour cet exposé, toujours clair. On n'a pas besoin de beaucoup de slides pour être clair comme vous l'avez été. Le problème de l'énergie, c'est le problème principal. On a la chance d'avoir en France des centrales nucléaires. Je vais faire bondir les écolos. Donc, c'est vrai qu'on peut réduire. Vous évoquez Israël, ils ont quand même du gaz. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer avec les ENR, notamment le solaire, faire ce type pour essayer de pallier à l'énergie. Et le deuxième point, alors tout à l'heure, je ne voulais pas passer pour un anti-réuse, et en disant que les normes françaises sont peut-être trop drastiques. Mais ce que je crains aujourd'hui, ce sont les résidus médicamenteux qu'on trouve à la sortie. L'azote et le phosphore, c'est une bonne chose pour l'irrigation, mais les résidus médicamenteux, c'est peut-être autre chose. Voilà. Alors, pour les résidus médicamenteux, on pourra passer à l'intérieur, mais il faut être honnête, les résidus médicamenteux, ils sont ubiquitaires. Ils sont dans les rivières. Malheureusement. Donc, après, il faut vérifier, mais il y en a partout. Donc, il y en a effectivement dans la reuse. Je sais qu'il y a quelques années, quand il y avait eu des évolutions sur Spérone, il y avait aussi de la pollution géologique, c'est-à-dire qu'il y avait de la minéralité qui était naturelle. Quand ça pleut, ce n'était pas un problème. Quand c'est de la reuse, ça devenait un problème. Tout dépend du critère et de comment vous gérez les choses.
Mais après, les résidus médicamenteux, c'est pas un problème de reuse, c'est un problème de traitement de l'eau. Donc, excellente question. Vraiment, je vois qu'en Armand, ils sont très avancés. Pour l'éolienne, on a fait des études au niveau mondial. On ne va pas résoudre le problème énergétique parce que l'empreinte carbone de photovoltaïque et d'éolienne, c'est énorme. Où on a construit éolienne, le vent, il change. Soit il y a beaucoup, soit il n'y a pas assez. On a plein de cimetières d'éoliennes. Je peux vous donner de horribles photos de Californie. Sur le photovoltaïque, on a des exemples, mais on ne peut pas aller jusqu'à plus de 10%. En Cannes, on a fait dans la station d'épuration Héliolis, mais bon, c'est une petite partie, on ne peut pas couvrir plus de 10%, on a besoin d'espace. Et les expériences en Arabie Saoudite, on a fait les pleins des champs, ce n'est pas génial, on ne va pas résoudre le dessalement, la consommation énergétique avec l'éolienne. Oubliez. La plus faible pointe carbone, je ne vous ai pas mis ça, mais c'est l'énergie nucléaire et vraiment, on a de la chance. Et en futur, je pense que ce n'est pas l'hydrogène. On a de nouveaux combustibles nucléaires qui ne peuvent pas être utilisés pour bombes nucléaires et j'espère qu'on va utiliser pour l'eau. Donc, sur les questions médicamenteuses, c'est une fausse question pour moi pour l'irrigation parce que le traitement conventionnel, moi je vais une diapo en plus, il élimine plus de 90%, 95% des antibiotiques. On a une excellente étude en France qui a été faite il y a 10 ans avec une collaboration avec CNRS. Il y a plein de publications. Il reste quelques produits qui sont peu dégradables, carbazépine, musc, etc., qu'on peut éliminer avec un traitement tertiaire par charbon actif ou l'ozone. On est très en avance avec l'ozonation en France par rapport aux autres pays européens. Et en fait, la combinaison des techniques conventionnelles comme filtration, ozonation, biofiltre, charbon actif permettent aussi d'éliminer presque tous les médicaments. Et donc, les sources des médicaments, donc c'est aussi des fausses persuasions. Ce n'est pas les rejets individuels dans l'urine, mais il y a certaines industries qui rejettent vraiment des produits endocriniens. Donc, c'est vrai que pour la production de l'eau potable, on peut. Dans l'irrigation, il n'a jamais eu. Il y a une publication dont je vais vous envoyer un livre qui a été publié au niveau mondial en 2005 et que c'est montré pour l'irrigation. Ce n'est pas un problème parce que les premiers 10 cm de sol éliminent tout. L'unique composé qui est peu absorbable, moins dégradé, c'est carbazépine pour l'épilepsie, mais ce n'est pas la panacée. Donc le traitement, c'est un problème environnemental, je suis d'accord avec Stéphane. Si la Commission européenne vous nous imposez, ok, mais qui va payer? Il y a pour le moment, à ma connaissance, une station d'épuration qui traite les produits médicamenteux avec une filière conventionnel, c'est à Lausanne. Je connais cette expérience, mais les Suisses peuvent se le payer et pour le moment, économiquement, ce n'est pas applicable ailleurs. Merci. Eh bien, merci. On va remercier nos intervenants pour cette table ronde. Ah, Françoise. Françoise Nissen, une dernière question et après. Alors, je vous demande des réponses brèves. C'est pas une question. Okay. Je voulais juste dire que tous ces problèmes doivent se traiter de façon holistique et pas simplement sur le problème. Le problème posé des médicaments, c'est peut-être aussi le problème de trop d'antibiotiques dont on sait qu'ils ont des effets secondaires et qu'il faut se poser la question au niveau de la prescription. De la prescription. Même des médicaments. Pardon.